BP. Pour cette présentation, je vais utiliser un smartphone Android, le logiciel de synchronisation, et puis on verra plus largement l'application mobile au travers de cet écran, qui est la projection d'écran de mon iPad. Donc j'ai un iPad, je fais la démonstration sur cet iPad, et vous voyez cette projection d'écran dans cette fenêtre. Alors d'un point de vue commun, il faut savoir que dans notre gamme d'applications mobiles, tous nos logiciels fonctionnent au moins sur iPhone, iPad, Android, tablette et smartphone, ainsi que sur Windows, tablette et PC portable. Donc on couvre les 3 systèmes d'exploitation les plus répandus aujourd'hui. Également d'un point de vue commun, un point très important, notre application fonctionne en mode déconnecté. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir Internet quand on est en train de consulter ou de saisir des éléments sur la tablette. La tablette est complètement autonome. Ça vous garantit que vous aurez toujours une application fluide, vous aurez la possibilité de l'utiliser où que vous soyez, sans contrainte de réception Internet. Et puis en plus, ce mode offline a un intérêt économique dans le sens où les tablettes qui n'ont pas de puce 3G sont moins chères que celles qui ont des puces 3G et vous n'aurez même pas d'abonnement data à souscrire pour les tablettes de vos techniciens ou de vos commerciaux. Alors pour arriver à ce mode déconnecté, ce mode offline, on va devoir installer donc l'application ici sur votre serveur ou votre poste principal. Et c'est cette application finalement qui va faire le relais de données entre la base de données EBP que vous avez au bureau et les tablettes que vous avez à l'extérieur. Alors déjà, on va déclarer le type de smartphone et tablette que vous avez dans l'entreprise, sachant qu'on pourra avoir des collaborateurs équipés d'iPhone, d'autres d'Android, d'autres de Windows. Tout ça, ça a beau être des systèmes d'exploitation très différents, ça cohabite très bien avec la solution Nuxidev. Donc on pourra avoir une flotte hétérogène de tablettes dans l'entreprise. Ensuite, on va paramétrer quelques éléments pour se connecter au logiciel et à la base EBP. Je passe très rapidement sur ces points-là, puisqu'en fait, on vous livre l'application clé en main. On s'occupe de sa configuration et de son paramétrage, donc vous n'aurez aucun souci à mettre en œuvre cette synchronisation. Enfin, on va optimiser la synchronisation en ne synchronisant que les données utiles. Si par exemple, personne n'a besoin d'avoir accès aux fournisseurs sur les tablettes, eh ben, autant décocher ces éléments, ne pas synchroniser inutilement les données telles que les fournisseurs. Toujours dans le but d'optimiser cette synchronisation, pour chaque élément qui comporte de l'historique, comme les documents de vente, les documents d'achat, les interventions, etc., on va également limiter l'historique que l'on va synchroniser. Dans mon exemple ici, on voit que les bons de livraison, j'ai mis 30 jours d'historique. En effet, ça ne sert à rien d'avoir 10 ans d'historique de bons de livraison sur un iPhone, ça ne serait pas cohérent. Donc on va mettre une limite en fonction de vos besoins. Dans les commandes, vous voyez que j'ai mis 6 mois. Pour les devis, j'ai mis également 6 mois. Pour les factures, j'ai mis 1 an. On n'a pas réellement de limite technique à cette valeur-là. C'est plutôt une limite d'usage pour ne pas synchroniser inutilement des informations. Dernier point, on va maintenant déclarer l'ensemble des tablettes de l'entreprise, l'ensemble des collaborateurs itinérants. Et pour chaque collaborateur, on va définir ses droits d'accès. Déjà, on constate que pour un collaborateur, j'ai un identifiant smartphone et un identifiant tablette. En effet, dans nos licences, on ouvre le double accès, l'accès smartphone plus l'accès tablette pour chaque utilisateur. On estime que l'usage du smartphone et des tablettes sont bien complémentaires. C'est pour ça qu'on laisse le double accès pour le collaborateur. Ensuite, on va définir des droits d'accès par ces cases à cocher qu'on a un peu plus bas, et on voit dans mon exemple que j'ai désactivé les commandes d'achat et factures d'achat, c'est-à-dire que ce collaborateur ne pourra pas voir finalement les documents d'achat. Et puis si je descends un peu plus bas, on a d'autres types d'habilitation, tels que l'accès au prix de revient. Là, j'ai laissé la visualisation des prix de revient. Par contre, j'ai désactivé la visualisation des prix d'achat, j'ai laissé l'accès au stock, j'ai interdit la saisie de remise et j'ai également interdit la modification des prix. Donc voilà un petit peu les autorisations qu'on pourra mettre sur un salarié en particulier. Et puis on peut aller un peu plus loin en activant les filtres commerciaux et filtres techniciens. Si j'active un filtre commercial, la tablette du commercial n'aura accès qu'à ses propres clients et ses propres prospects et documents de vente et n'aura pas accès à l'ensemble des clients, prospects et documents de vente de l'entreprise. On a la même chose pour la partie filtre technicien, où si j'active ce filtre comme c'est là, seules les interventions où le technicien est déclaré comme technicien finalement pour cette intervention seront visibles. Donc le technicien n'aura pas accès à l'ensemble des inters de l'entreprise, mais uniquement aux interventions qu'il concerne.
Ensuite, ce moteur de synchronisation va se lancer automatiquement une fois ou plusieurs fois par jour, va systématiquement récupérer les éléments qui ont été ajoutés, modifiés dans EBP Bureau pour l'envoyer sur les tablettes, et va également récupérer ce que les tablettes ont saisi sur le terrain pour l'injecter automatiquement dans EBP Bureau. Tout ça sans contrainte utilisateur au niveau de l'usage de l'application Bureau, ça se fait en tâche de fond de façon complètement transparente. Autre chose, il faut savoir qu'il n'y a pas de corrélation entre le nombre de licences bureau que vous avez pour EBP et les licences mobiles. D'accord ? On peut très bien avoir un monoposte au bureau et 10 tablettes à l'extérieur si on veut. On va maintenant passer à l'application mobile au travers donc de l'écran de mon iPad. Donc on voit sur l'écran un smartphone Android, un iPad. On est sur des tailles d'écran différentes, smartphone et tablette, des orientations d'écran différentes, portrait et paysage, et des systèmes d'exploitation différents également, Android et iOS. Malgré tout, on aura quand même les mêmes étendues fonctionnelles, quel que soit le smartphone ou la tablette utilisée. On aura les mêmes informations, alors certes agencées différemment pour profiter pleinement de la surface de l'écran, mais on aura bien les mêmes informations, c'est ça qui est important. Dans notre application mobile, on va retrouver ici un volet coulisses en gauche qui va me permettre d'accéder aux différents menus du logiciel. Et puis sur la page d'accueil, on va retrouver différents widgets statistiques de synthèse d'activité. Vous pourrez personnaliser votre écran d'accueil en choisissant les différentes statistiques. Si vous ne souhaitez pas diffuser non plus ces informations auprès de vos collaborateurs itinérants, sachez qu'on peut désactiver complètement les statistiques pour ne pas divulguer ces chiffres. On a également une barre de recherche globale qui va me permettre de rechercher rapidement un client, un fournisseur, un prospect, un article, un document de vente, etc., sans passer par les menus, sous-menus du logiciel. On aura un accès direct à l'information. Nous, pour cette démonstration, on va passer par le volet coulisses en gauche et on va déjà constater que notre application est multi-société, multi-dossier. Je peux gérer en effet jusqu'à 5 sociétés par tablette, donc si vous êtes dans cette contrainte multi-dossier, sachez qu'on pourra la traiter sans difficulté. On va commencer par la partie client, où dans la partie client, j'accède à mes clients par la liste déroulante. Également, je peux rechercher avec la loupe sur une recherche multicritère, par nom, par code postal, par téléphone, etc. Et puis sur la gauche de mon écran, j'ai un volet coulissant qui va me permettre d'affiner ma recherche. On peut affiner déjà en filtrant par commercial, ne voir que les clients et prospects d'un commercial en particulier, ou par type de tiers. Je veux chercher que dans mes clients ou que dans mes prospects, ou également par famille client. Là, on est dans des filtres relativement traditionnels que vous connaissez, que vous avez dans votre logiciel au bureau. On n'a rien inventé à ce niveau-là. Par contre, on a fait un ajout fonctionnel qui est intéressant, qui est ici le filtre distance. Alors nous, on est sur une tablette, donc on va avoir des possibilités supplémentaires que ce qu'offre finalement le PC au bureau. Imaginez, vous êtes en déplacement, vous avez un rendez-vous qui a été annulé ou qui a été écourté, vous vous retrouvez avec un moment libre loin de votre base, et autant exploiter au mieux ce temps libre. Donc pour ça, il peut être intéressant, pertinent, de connaître les clients ou les prospects qui vous entourent. Donc le filtre distance est là pour ça. On va régler le filtre distance, par exemple sur 30 km. Je vais valider et je vais avoir ici la recherche de mes clients qui sont à une trentaine de kilomètres de l'endroit où je me trouve. Donc ça c'est intéressant. Après le résultat, c'est vrai, j'en ai beaucoup. Le résultat est sous forme de liste, donc c'est pas forcément évident de trouver le client ou le prospect à les visiter. Donc il peut être plus pertinent d'afficher le résultat de cette recherche non pas sous forme de liste comme on le voit ici, mais plutôt sur une carte. Où là si je zoome, on va voir très facilement la puce grise qui correspond à ma position, les puces bleues qui sont mes clients et les puces rouges qui sont mes prospects. Si je sélectionne le client qui est sur Saint-Cloud par exemple, il me suffit de le sélectionner sur la carte de France pour automatiquement accéder à sa fiche client directement. Et maintenant, étudier le client pour voir si en effet ça vaut le coup de passer le voir en regardant son historique, etc. S'il n'y a pas une maintenance préventive à faire, s'il n'y a pas un devis en cours, etc. Moi, pour le bien de cette démonstration, je ne vais pas me baser sur cette recherche sur la carte, mais plutôt directement par la liste des clients pour afficher le client Agnès Fleur. Sur cette fiche client, je retrouve donc l'identité du client, je retrouve le contact et les coordonnées de facturation, ainsi que les coordonnées et contacts de livraison
si j'active cette petite puce à gauche de mon écran. On va avoir quelques informations pertinentes comme le commercial attitré, le mode de règlement, le solde du client, très important. Vous allez vous rendre chez le client, il peut être intéressant de récupérer éventuellement un retard de paiement directement. Et on va avoir, si vous êtes sur un smartphone, des fonctions qui peuvent être également pertinentes. Ici, de click to call. Vous avez le numéro de téléphone qui est affiché. Il vous suffit de cliquer dessus pour composer directement le numéro de téléphone. Donc ça paraît peut-être un petit peu basique comme fonction. Mais ce qu'il faut voir, c'est par rapport à ce que vous faites aujourd'hui. Aujourd'hui, quand il vous manque un numéro de téléphone, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez votre bureau, vous dérangez votre assistante, vous récupérez le numéro de téléphone que vous notez sur un post-it dans la voiture pour le recomposer et enfin peut-être avoir le correspondant. Donc là, l'application mobile sur le smartphone va vous permettre justement d'avoir un accès direct à vos clients, contacts, prospects, fournisseurs, etc. On a également un bouton Click to Mail pour envoyer un mail au client directement, ou Click to Web pour accéder à son site web, et on a même un Click to Maps pour accéder à la cartographie, au plan d'accès finalement du client. Donc je vois la position du client, je peux me diriger assez facilement maintenant chez mon client, et j'ai même à partir de la fiche client un bouton dans mon volet coulissant qui est le bouton naviguer vers, qui va me permettre de connaître le temps de parcours, la distance, la route à prendre pour me rendre chez mon client. Ces données-là sont assez intéressantes si vous êtes en train de fixer un rendez-vous avec votre client, et d'avoir ces informations en un clic de façon à fixer l'heure de rendez-vous en fonction de ces paramètres incompressibles. Et puis en bas d'écran, on va retrouver une barre d'outils qui va donner accès aux éléments associés à cette fiche client. Alors si on est sur iOS comme moi sur iPad, on a en effet une barre d'outils en bas d'écran. Si on est sur Android, habituellement on n'a pas de barre d'outils en bas d'écran, on a plutôt un menu contextuel qu'on va retrouver en haut. On a 3 petits points qui permettent de déployer un menu contextuel qui va donner accès aux mêmes éléments que ce qu'on voit ici, nous, sur la barre d'outils. Et puis si vous n'avez pas non plus ces 3 petits points en haut à droite de l'écran, c'est qu'il faut cliquer sur le bouton menu de votre tablette. Premier bouton, les contacts. Sur une fiche société, je peux avoir plusieurs interlocuteurs, plusieurs contacts. J'ai donc la liste de mes contacts. Et bien sûr, si je sélectionne le contact, je vais retrouver automatiquement une fiche détaillée. Je reviens sur ma fiche client. Deuxième bouton, j'accède à son historique de vente. Tout ce qui est devis, commande, facture, bon de livraison, etc. Si je sélectionne un document de vente, bien sûr, j'accède aux détails de ce document de vente. Je reviens sur ma fiche client. Troisième bouton de ma fiche client, j'accède directement à ses contrats de maintenance. Avec le détail si je le sélectionne. Quatrième bouton, j'accède à l'historique des interventions réalisées chez mon client, avec toujours le même principe. Et enfin, aux notes et aux champs supplémentaires. Alors la fiche client qu'on voit là est une fiche synthétique par rapport à la fiche que vous connaissez dans EBP. En effet, il y a certaines données qu'on n'a pas reprises, telles que le compte comptable du client, le SIRET du client, le code APE, je ne sais pas, toutes ces informations n'ont pas été reprises dans notre application mobile parce qu'on estime qu'elles ne sont pas utiles pour les collaborateurs itinérants et que c'est plus des données administratives. Par contre, si vous avez besoin de ces informations sur votre tablette, on peut tout à fait les synchroniser. À partir du moteur de synchro, on va pouvoir déclarer des zones supplémentaires à synchroniser. Ces zones supplémentaires peuvent être de deux types, soit des champs de base de BP, comme je le disais, le compte comptable qui est une zone qui existe dans EBP, on va pouvoir le récupérer directement, mais également des champs supplémentaires. Vous savez que dans EBP, vous pouvez créer des champs perso. Ces zones sont liées à votre activité ou même à votre société, et ces champs-là peuvent également être synchronisés et récupérés sur la tablette. Donc c'est une fiche synthétique, c'est vrai, mais évolutive avec l'ajout des champs perso ou des champs complémentaires. C'est ça qu'il faut retenir. Alors la fiche client qu'on voit là est une fiche en accès complet, c'est-à-dire qu'on y accède en consultation, mais également en création et modification. Je peux vous montrer d'ailleurs comment créer une fiche client, parce que vous allez voir que c'est encore plus simple de la créer à partir de la tablette plutôt que de la créer au bureau. Donc si vous êtes amené à créer des clients quand vous êtes chez eux, vous allez voir que c'est extrêmement simple. Je me mets en ajout client, on va devoir taper le nom du client, donc ça je vais mettre son nom directement.
Ensuite, on va devoir saisir son adresse. Donc là, plutôt que de la saisir au clavier de façon traditionnelle, comme vous le voyez tout le temps, eh ben, nous, on est en déplacement, on est chez le client, on a une tablette qui est équipée d'une puce GPS. Donc d'après ma position géographique actuelle, je suis capable de déduire l'adresse postale où on se trouve actuellement. Pour ça, dans le volet coulissant, on a un bouton qui s'appelle Mon adresse, qui va me permettre, en effet, d'après ma position géographique, de retrouver l'adresse postale où je me trouve. Et je vais répondre oui. Et du coup, j'ai une adresse qui est créée en un clic. Donc voilà comment créer un client, un prospect ou un fournisseur, ou même un contact directement dans le logiciel Nuxidev. C'est extrêmement simple. En 2 clics, on a fait la création. Donc voilà pour la partie client. La partie fournisseur se présente exactement sous la même forme que la partie client, donc je ne vais pas vous remontrer ces écrans. On a le même type d'écran avec le même type de recherche, etc. C'est pareil. Les contacts, on a vu tout à l'heure, au travers de la fiche client, qu'on avait accès aux différents interlocuteurs de la société, aux différents contacts. Là, c'est une recherche inverse finalement. On va partir des contacts pour retrouver d'abord la personne et ensuite remonter sur la société. Donc là, typiquement, l'usage, si vous avez un appel sur votre répondeur, par exemple de Monsieur Sanchez, vous savez plus dans quelle société il travaille, donc c'est un petit peu compliqué de retrouver s'il n'y a pas un devis en cours ou s'il n'y a pas un contrat de maintenance ou autre. Et bien là, vous allez pouvoir taper son nom directement, vous recherchez, vous retrouvez le contact que vous pouvez afficher. Donc voilà la fiche contact qu'on n'a pas vu tout à l'heure, mais qui est la même que celle où on a l'accès à partir de la fiche client. De cette fiche contact, on peut remonter donc sur la fiche société dans laquelle cette personne travaille. Et une fois que je suis sur la fiche société, comme on vient de le voir, eh ben je peux très bien aller voir par exemple son historique de vente, voir s'il n'y a pas un devis en cours ou une commande ou autre, voir s'il n'y a pas un contrat de maintenance, voir l'historique des interventions. Et en tous les cas, ce qui est important, c'est que quand vous allez rappeler ce client qui vous a laissé un message court, on va dire, vous allez être extrêmement pertinent parce que vous allez connaître son encours, ce qu'il y a chez lui, ce que vous avez fait, son historique, etc. Donc là, commercialement, vous allez être beaucoup plus fort qu'un rappel moyen parce que vous n'avez pas justement votre logiciel sous le coude. Voilà pour la partie contact. En plus des tiers, bien sûr, on synchronise la base éléments. Dans cette base éléments, on va synchroniser tout ce qui est fourniture, main-d'œuvre, matériel, ouvrage, etc. Donc dans les fournitures, j'ai même une fonction qui me permet d'afficher ici un visuel photo. Donc si vous faites un devis avec le client, que vous construisez le devis avec le client, il peut être intéressant d'avoir un petit visuel du produit s'il y a un choix d'après l'aspect visuel du produit, de façon à aller plus vite sur l'aboutissement de votre devis et le construire vraiment avec le client et de traiter les objections commerciales immédiatement. Donc là, j'ai mes articles, mes fournitures, et si je prends donc, on va prendre le chauffe-eau, on arrive dans une fiche article avec le libellé, les désignations, mon famille produit, les prix de vente de mon produit, ainsi que les prix d'achat et prix de revient si j'ai l'autorisation de voir ces tarifs. Par défaut, ils sont cachés pour pas que le client les voit sur votre tablette. Par contre, si vous cliquez sur le petit œil qui est à côté, ben, automatiquement vous faites apparaître le prix d'achat et le prix de revient. Un peu plus bas, on retrouve une photo du produit en un peu plus grand, ce qui permet de faire une présentation au client, et puis quelques specs sur le produit, poids, hauteur, largeur, volume, etc. En bas d'écran, ou par le menu contextuel en haut de l'écran si vous êtes sur Android, même principe, on accède au fournisseur pouvant me fournir ce produit-là, aux composantes d'un ouvrage, aux grilles tarifaires principales, aux notes et aux champs perso, champs complémentaires pour étendre encore une fois le contenu de cet écran par des zones supplémentaires. La fiche article, par contre, elle, est en consultation seulement dans la version de BP actuelle, BP bâtiment actuel. Donc la création se fait au bureau directement. Maintenant qu'on a accès finalement aux tiers et aux articles, aux éléments, on va pouvoir accéder aux documents de vente. Donc dans les documents de vente, j'accède à tout ce qui est devis, commande, facture, bon de livraison. D'accord ? Et si je sélectionne un document de vente, on retrouve déjà l'entête du document de vente avec l'adresse de facturation et de livraison. Également les lignes de mon document de vente,
où je retrouve ici en grisé les composantes de l'ouvrage. On a également la hiérarchie ici de l'arborescence de mon devis. Et puis toutes les colonnes, unité de vente, prix de vente, remise à la ligne, montant, taux de TVA, etc. Et enfin, le pied de page, où je retrouve le montant total de mon document, les acomptes versés, le net à payer, etc. De ce document de vente, je peux le réimprimer éventuellement, si vous avez une imprimante connectée à votre tablette, ou éventuellement l'envoyer par mail sous format PDF directement de la tablette. On peut également le dupliquer pour en créer un autre devis. C'est-à-dire que si vous avez fait un premier devis puis qu'il y a des ajustements à faire avec le client, eh bien vous pouvez dupliquer ce premier devis pour en faire un nouveau devis, une nouvelle version du devis. Vous n'aurez déjà pas à créer tout ce qui est déjà dans le devis initial et vous n'aurez plus qu'à ajouter, modifier des éléments pour faire cette nouvelle version de devis. On fait également de la création de devis à partir de la tablette. Donc je vais vous montrer comment créer un document de vente. On va se mettre en ajout. Je fais donc plus. On est en ajout de devis. Je vais chercher mon client. On va reprendre mon client Agnès Fleur de tout à l'heure. Voilà. J'ai son adresse de facturation et de livraison qui apparaissent. Je peux les modifier bien sûr. Et maintenant, on va passer sur les lignes de mon document de vente. Je vais avoir plusieurs solutions pour ajouter des lignes à mon document de vente. Première solution, si je connais ma référence par cœur, je peux la sélectionner, la saisir dans la case code, dans la cellule code, et l'article apparaît directement. Moi, je ne connais pas mes références par cœur, donc je vais m'aider de mon fichier article en cliquant sur la loupe. On voit ici mes différents éléments. Alors, je peux me trier que sur les fournitures, par exemple, si je veux commencer par mettre des fournitures. On va mettre, allez, une caméra, peu importe, hein, le kit VMC. Et je vais mettre maintenant une quantité. On va reprendre mes fenêtres, je vais en mettre 5 par exemple. Donc là, ce que je suis en train de faire finalement, je suis en train de saisir des quantités directement dans mon fichier article. Donc on est extrêmement rapide. Si je reviens sur mon document de vente, on voit que les éléments ont été saisis. Il ne me reste plus qu'à mettre éventuellement des remises à la ligne si je le souhaite, ou continuer à ajouter des produits. Je vais ajouter maintenant un ouvrage, pour montrer un petit peu comment ça fait sur un ouvrage. On va prendre mes ouvrages, et je vais ajouter finalement un seuil en béton moulé avec une quantité de 1. Voilà. Je reviens sur mon devis. J'ai bien tous mes éléments. Et si je fais un pull to refresh, je vais avoir les composantes de mon ouvrage juste en dessous en grisé. On accède bien sûr au pied de page, au pied de document, avec le total de mon document, la TVA, l'escompte, la remise pied de page, etc. Je peux même accéder au prix de revient de mon document pour connaître ma marge de négociation. Donc ça, évidemment, c'est caché pour pas que le client le voie, mais vous pouvez l'activer pour jeter un petit coup d'œil. Encore une fois, si vous avez l'autorisation d'accéder à ces prix de revient. Et puis enfin, on a fait un ajout fonctionnel par rapport à ce que vous connaissez dans EBP ici, c'est la signature du devis. Donc ça, c'est très intéressant, par exemple pour des travaux complémentaires, où vous allez pouvoir faire la valorisation des travaux complémentaires immédiatement, et puis la validation client. Ça vous évitera tout litige en fin de chantier. On met le nom du signataire, et voilà. Maintenant, je peux éventuellement réimprimer ce devis où je retrouve l'entête de ma société, son logo, les coordonnées du client, les différentes lignes pour mon devis, et puis en pied de page, la signature client, les totaux, les remises, etc. Ce document, soit je l'envoie sur mon imprimante, soit je peux l'envoyer par mail en pièce jointe PDF directement. Alors en ce qui concerne l'impression, c'est vrai que c'est toujours un petit peu délicat l'impression sur tablette. Donc nous on a validé une imprimante tout à fait adaptée pour finalement le bâtiment. Vous voyez ici mon imprimante avec une tablette iPad mini, donc c'est une imprimante qui fait une dizaine de centimètres de large, qui est à ticket thermique, donc il n'y a pas de consommable, hormis le papier, et qui fonctionne sur batterie et en Bluetooth. Le papier fait 8 cm, donc
permet quand même d'inscrire pas mal de choses et on va pouvoir imprimer avec cette imprimante soit des documents de vente, des documents d'achat ou éventuellement des bons d'intervention. Je vais vous montrer quand même à quoi ressemble un ticket pour que vous puissiez constater qu'en fait on met beaucoup plus de choses sur ce genre de document par rapport à un ticket de caisse traditionnel. Donc on voit en effet l'entête de la société, les coordonnées clients, les différentes lignes de mon document de vente, et puis si je zoome, vous allez voir assez facilement, on peut avoir des libellés assez longs, sans problème, ce qui n'est pas possible sur un ticket de caisse traditionnel. Donc c'est une imprimante qui est vraiment tout à fait adaptée à la mobilité dans le secteur du bâtiment. Voilà pour la partie saisie de documents de vente. Les documents d'achat, même principe que les documents de vente, si ce n'est que les documents d'achat sont en consultation, on ne fait pas de saisie de documents d'achat dans l'application mobile, mais on aura la même présentation que ce qu'on vient de voir. Ensuite, la partie maintenance, on accède déjà au contrat de maintenance du client. Dans les contrats de maintenance, on prend un contrat, on retrouve le libellé et le descriptif du contrat, les dates et types de couverture. On a également le site d'intervention. On retrouve sur la barre d'outils en bas d'écran les appareils pris en charge par ce contrat de maintenance avec les libellés, numéros de série, etc. Également la liste des interventions réalisées sous contrat de maintenance, les notes et toujours le même principe, les champs perso, les zones supplémentaires. Les contrats de maintenance sont en accès lecture seulement, on ne fait pas de saisie de contrat de maintenance sur la tablette, c'est un travail administratif qui sera fait au bureau. Les interventions, par contre, elles, sont accessibles en consultation, création, modification. C'est un accès complet qu'on va retrouver sur la partie intervention. Déjà, pour retrouver une intervention, on peut filtrer les interventions à faire par technicien, pour voir que les interventions qui me concernent. Si on a fait l'affectation du technicien directement sur la demande d'intervention sur EBP Bureau, ben voilà, on va pouvoir filtrer par technicien. Ensuite, je peux filtrer par état, les interventions à réaliser par exemple. Je peux filtrer par date, pour voir que les interventions à faire aujourd'hui. Ou je peux même filtrer par filtre distance, pour voir les interventions à faire dans la zone géographique où je me trouve actuellement. On va prendre une première intervention, où on retrouve l'identité de l'intervention, avec l'association de l'inter à un contrat de maintenance éventuellement, le site d'intervention, la planification de l'intervention, également le symptôme qui a motivé cette intervention, qui aurait pu être saisi par le bureau lors de la demande d'inter. Enfin, on a accès aux lignes où je retrouve les ressources matérielles et humaines nécessaires pour réaliser cette intervention. On a également les différentes fournitures utilisées pour cette intervention. On accède bien sûr au pied de page, au pied de document avec la saisie du rapport d'intervention. Et ce rapport, on a pensé à vos techniciens, il peut soit être saisi au clavier de façon traditionnelle, mais encore plus simplement en dictée vocale. Il vous suffira de cliquer sur le micro qui est à droite de l'écran pour dicter à votre tablette le rapport d'intervention et automatiquement, il va se retranscrire en texte ici. Même chose pour les notes internes, on a accès à la saisie clavier ou à la dictée vocale. Donc là, vos techniciens seront assez friands de cette fonction-là. Ça leur permettra de faire des rapports assez détaillés, contrairement peut-être à ce qu'ils font aujourd'hui. Et puis, vous n'avez plus de ressaisie des bons d'intervention à faire au bureau. Il suffira de synchroniser l'intervention à l'issue à la fin de la journée ou à l'issue de l'intervention, et automatiquement, ça ira s'alimenter dans EBP Bureau. Donc ça pourra passer même en facturation le jour même presque. Donc voilà, vous évitez toute cette phase de ressaisie qui est assez fastidieuse. On a fait un ajout fonctionnel, encore une fois, par rapport à ce que vous connaissez dans EBP, c'est l'ajout de 3 photos. Pour documenter cette intervention, on va pouvoir faire 3 photos supplémentaires, faites avec l'appareil photo de la tablette ou du smartphone. Ces photos iront se mettre dans des champs perso dans EBP, donc vous pourrez tout à fait les récupérer et les exploiter dans EBP Bureau. Ces photos sont pas mal demandées, soit par des paysagistes qui ont besoin de justifier le terrain, l'état du terrain dans lequel ils l'ont trouvé et l'état du terrain dans lequel ils l'ont laissé, puisque ça va évoluer très vite, ou par des personnes qui font de la maintenance sur des logements sociaux, où il y a souvent besoin de justifier de ces interventions.
Autre ajout fonctionnel, la signature. Comme pour les devis, on va pouvoir faire directement signer le client sur la tablette, encore une fois, pour valider cette intervention. L'intervention peut être imprimée directement avec la valorisation de l'intervention. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on aura le montant immédiatement et pour se faire régler, c'est quand même plus simple. Vous pourrez imprimer l'inter à partir de l'imprimante thermique que je vous ai montré tout à l'heure, ou une autre imprimante si vous en avez une autre. On peut également la générer en PDF pour l'envoyer par mail au client. Et puis vous allez également pouvoir dupliquer cette intervention sous forme de devis pour en générer éventuellement un devis client. Donc à ce moment-là, ça remontera dans EBP sous deux formats. D'une part le bon d'intervention et d'autre part le devis. Et enfin, l'ajout des champs perso ou champs supplémentaires pour augmenter le contenu de cet écran d'intervention. Alors dans les interventions, on a également la partie planning des interventions. Donc on synchronise bien sûr le planning des interventions, on pourra le consulter à partir de l'application Nuxidev, à partir de votre tablette, mais notre connecteur de synchronisation synchronise également ces interventions sur du Google Agenda. Donc ça c'est intéressant parce que du coup, vous n'avez même pas besoin d'avoir l'application mobile pour consulter les différents agendas des techniciens. Vous pourrez superposer les agendas. Vous avez plein de fonctions sur Google Agenda qui sont très intéressantes et très ergonomiques. Donc automatiquement, les interventions sont synchronisées sur l'application mobile et sur Google Agenda. Voilà, enfin, il vous suffira de synchroniser pour envoyer vos saisies au bureau et pour mettre à jour votre tablette automatiquement d'après les données qui ont été saisies au bureau. Cette synchronisation se fait en Wi-Fi, en 3G, en 4G, etc. On n'a pas besoin d'être au bureau pour synchroniser, ça se fait via une connexion Internet. Encore une fois, l'application est offline pendant tout le temps de travail et on a besoin d'une connexion Internet uniquement en fin de journée et ça peut se faire de chez vous, du bureau, de l'hôtel, enfin peu importe, là où vous avez Internet, vous allez pouvoir lancer cette synchronisation. Je pense que vous l'avez constaté par vous-même, le gain de productivité que peut apporter cette extension mobile au logiciel EBP Bâtiment que vous connaissez. Vous avez vu aussi que l'intégration des données est parfaite. On a bien les mêmes informations que dans EBP Bâtiment, disposées, agencées différemment, bien sûr, parce qu'on est sur une tablette et on n'est pas au bureau sur un PC avec clavier souris. Et l'application mobile est complètement adaptée au personnel itinérant, alors que l'application bureau est plutôt pour du personnel administratif. Pour information, toutes nos applications sont téléchargeables gratuitement sur l'Apple Store et l'Android Market. Donc si vous êtes équipé d'une tablette ou d'un smartphone, n'hésitez pas à charger déjà l'application. Vous recherchez sur le store Nuxidev, EBP, Nuxilog, comme vous voulez, vous allez nous trouver assez facilement. Chargez l'application qui vous convient le mieux et au lancement de cette application, vous allez avoir une demande de mail, vous mettez votre mail et après vous avez accès à une base de démo telle que je vous l'ai présentée tout de suite.